Bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs, chers compatriotes. Ravi d'être avec vous ce soir sur la plateforme Togo. On se dit la vérité. Merci aux administrateurs d'avoir pensé m'inviter pour qu'on échange aujourd'hui sur l'actualité de notre pays. Comme il est de coutume et à la demande des administrateurs, je vais devoir me présenter. Je me nomme Manavi Isabelle Djigbodi Amiganvi. Je suis avocate de profession et dans le domaine politique qui est aussi mon talon d'Achille. Je suis deuxième vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Et l'année dernière, depuis octobre donc 2019, je suis la première adjointe au maire de la commune de Goff 4, qui est Monsieur Jean-Pierre Fabre. Dans la vie civile, je suis mère d'une adorable fillette, aujourd'hui âgée de 21 ans. Voilà pour l'essentiel de la présentation, en espérant que je n'ai rien oublié d'essentiel. Question numéro 1. Votre analyse sur le déroulement des élections du 22 février 2020. Mon analyse de ces élections va dans la même ligne que celle développée par mon parti politique, l'Alliance nationale pour le changement, qui avait tiré déjà la sonnette d'alarme en ce qui concerne les préparations dans laquelle ces élections étaient organisées. Il en va de même de sa position en ce qui concerne l'organisation le jour même du scrutin et après le tout résumé dans pas moins de 4 communiqués successifs qui ont été rendus publics. Ces élections ont été organisées dans l'impréparation totale, les réformes électorales pour l'essentiel et d'ailleurs constitutionnelles également n'ayant pas été opérées contrairement à ce que l'opposition togolaise avait toujours sollicité dans les multiples mouvements de réclamation qu'elle a eu à organiser bien avant ces élections-là. Ces élections ont été organisées, comme d'habitude, dans des conditions effroyables de fraude, d'inéquité et d'opacité totale. Les fraudes de cette année 2020 ont été, je dirais, multipliées par plus de 10 par rapport aux autres élections qui ont toujours été organisées dans notre pays sous le régime RPT et aujourd'hui le régime RPT uni dans les mêmes conditions de fraude où les résultats sortis des urnes sont scandaleux et où le peuple togolais ne se retrouve jamais dans les résultats donnés par la CENI. Et donc, ces élections, à l'instar des autres élections, qu'elles soient présidentielles ou législatives, ont connu les mêmes fraudes. Et la différence par rapport aux autres élections, c'est que cette fois-ci, le Rubicon même dans la fraude et dans les préparations a été franchi. Et donc, on ne peut pas qualifier ce qui s'est passé le 22 février 2020 d'élection. En réalité, ça n'a d'élection que le nom. La fraude ayant tout anéanti. Et donc, on peut dire que c'était un machin qui a été organisé, qui n'a rien à voir avec les élections telles que préconisées par les normes internationales en matière de préparation, d'organisation, d'équité et de transparence.
Votre question numéro 2 est la suivante. Les militants de l'opposition ont plus porté leur choix sur la DMK cette année. L'ANC est passée de 36% à 4%. Comment expliquer cette chute de votre parti? D'abord, je dirais que les chiffres que vous donnez sont des chiffres qui ont été publiés par la CENI aux ordres, ayant toujours été aux ordres. Cette fois-ci, nous n'y étions même pas. L'ANC n'y était pas, et ce qui s'est passé dans la formation de cette CENI où l'opposition est réduite à sa portion congrue, vous le savez. Et donc, les chiffres donnés par cette CENI-là ne peuvent pas être des références sur lesquelles nous pouvons nous baser pour faire une analyse sérieuse. Qu'à cela ne tienne, je dirais que c'est vrai que cette année, notre parti, l'ANC, comme elle l'a reconnu et publié le jour même du scrutin, le 22 février, dans son premier communiqué, a reconnu que les deux challengers qui se disputaient les deux premières places, parce qu'il s'agissait d'une élection à 2 tours, était le MPDD, parce que ce n'est pas la dynamique Monseigneur Podjoro qui allait aux élections, c'est le parti de M. Agbeyo Mekoje, le MPDD, qui figurait sur la liste, les listes des élections, le bulletin et tout le reste. Et donc, le MPDD et UNIR étaient en tête. Cela, nous l'avons remarqué tout de suite parce que nos délégués, puisque nous n'avions pas, n'étant pas représentés à la CENI ni dans les CELI, nous n'étions pas non plus représentés dans les bureaux de vote, et donc nous n'avions que des délégués qui représentaient le candidat de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, dans les bureaux de vote. Et donc les premiers résultats que nous avions pu compiler avant que nos numéros ne soient coupés et que nous soyons privés d'Internet pour pouvoir recevoir tous les résultats, et dans nos fiefs, en ce qui concerne le Grand Lomé, les premiers résultats et les premières tendances que nous avions portaient le candidat du MPDD et de UNIR en tête. Et donc, nous l'avons réclamé. Et comme nous ne pouvions pas continuer la compilation du fait de ce qu'on nous en a empêché, nous n'avons pas pu, et nous avons reconnu que nous n'étions plus dans la course. Ceci dit, nous créditer de 4%, je crois que c'est de la blague, mais nous reconnaissons que nous n'étions plus parmi les deux challengers. Alors, ce qui a causé ce que vous appelez le choix de l'ANC qui est passé de 36, encore que nous n'étions pas d'accord avec ce chiffre de 36%, qui relève d'élections frauduleuses aussi, de 2015 à 4%, tire son origine de plusieurs facteurs. De ce que les Togolais ont choisi de messianiser, si on peut parler ainsi, la lutte, et ayant lutté pendant des années contre un régime qui n'a pas bougé et qui d'année en année s'est renforcé dans la dictature et dans la privation des espaces de liberté, de telle sorte que la population togolaise a fini par croire à tout ce que on lui disait, l'essentiel étant de pouvoir en finir avec ce régime et de pouvoir avoir l'alternance. À cela aussi s'est ajouté le fait que nos populations ont tendance à croire à tout et à n'importe quoi. Et moi, je suis très désolé de le reconnaître, mais c'est la réalité. On dirait que tout s'est passé, tout se passe devant cette population-là, mais ayant envie de changement,
ayant envie, soif de l'alternance, par tous les moyens, croit à un sauveur providentiel qui viendra lui donner l'alternance sur un plateau d'argent. Et donc, elle a tendance à croire à tout ce qu'on lui dit, surtout lorsqu'il s'agit de vilipender un leader pour en faire monter un autre. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ANC et Jean-Pierre Fabre ont été la cible d'un bashing sans précédent qui a commencé avant la C14 et qui s'est poursuivi dans la C14 et qui s'est amplifié après que l'ANC a décidé de quitter la C14. Bien évidemment, ce bashing a été accentué par l'intervention de Monseigneur Poduro qui a cru devoir traiter le candidat de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, de judas, de traître, d'impoli, d'insupportable, qui a commis un crime de lèse-majesté en croisant les jambes devant le prélat et tout le reste. Ce que les populations togolaises ont cru. Il y a eu également l'histoire des 30 millions qu'on a imputés à M. Jean-Pierre Fabre à tort, juste par pure méchanceté et par pure haine, sachant très bien que ceux qui ont été à la pointe de cette affaire-là savaient très bien que M. Jean-Pierre Fabre n'était pour rien dans cette affaire de 30 millions et que ces 30 millions avaient été donnés à tout un groupe, une délégation de la C14 qui avait rencontré le président de la Côte d'Ivoire. Et donc, l'un dans l'autre, plusieurs facteurs, surtout ce qui était patent, c'est que ces attaques venaient non pas du parti au pouvoir, mais de l'opposition, au sein de l'opposition elle-même. Et ce qui a complètement perturbé les Togolais et qui, véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, voulait messianiser la lutte parce que le Saint-Esprit s'est invité dans le débat, ou bien on l'a invité, le Saint-Esprit à s'impliquer dans ce débat-là. On a parlé de carnet d'adresse, on a parlé de beaucoup de choses, démobilisant la population. La population a cru à un Messie que le Saint-Esprit a envoyé et qui devait lui apporter l'alternance sans aucun effort sur un plateau d'argent. Et donc, l'un dans l'autre, toutes ces raisons mises les unes après les autres ont donné les résultats que ça a donné aujourd'hui. 8 mois après ces élections, la population togolaise commence à se réveiller de ce rêve, pour ne pas dire de ce cauchemar, dans lequel on l'a plongé pour se rendre compte qu'en réalité, nous luttons contre un régime dictatorial, l'un des pires qui existent encore dans ce monde, et que pour lutter contre un tel régime, ce n'est pas le Saint-Esprit, encore que le Saint-Esprit dont on a parlé, nous sommes tous des chrétiens, nous ne soyons même pas sûrs que c'était le vrai Saint-Esprit qui avait murmuré dans l'oreille du prélat qu'il fallait passer par là pour le faire. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que le bâton qui a frappé l'ancienne épouse, qui est Jean-Pierre Fabre, au cours des élections de 2010 et 2015, c'est ce même bâton, peut-être aujourd'hui, qui frappe M. Agbeyome Kodjo aujourd'hui, que les Togolais ont voulu remplacer, ont voulu mettre à la place de M. Jean-Pierre Fabre, étant entendu que la différence entre lui, c'est que, un Saint-Esprit serait derrière et aurait mandaté le prélat pour que le prélat porte son choix sur M. Agbeyome Kodjo. Bon, je crois qu'aujourd'hui, les Togolais ont compris que la lutte devait se mener autrement, que
de croire finalement à beaucoup de chimères et que elle est vraiment réelle et qu'il s'agit d'un combat qui devait se mener avec la population et corps à corps contre ce régime qui a poussé des racines profondément pendant plus de 50 ans qu'il régente notre pays. Votre question numéro 3. De J.Chris Olympia passant par Bob Akitani, Jean-Pierre Favre et Agbeyo Mekodjo, on constate que les opposants gagnent les élections, mais ils n'arrivent pas à récupérer le pouvoir pour gouverner le pays. Selon vous, qu'est-ce qui bloque l'opposition togolaise à s'installer à la présidence? Bien évidemment, c'est le régime RPT-UNIR qui bloque l'alternance dans ce pays et donc l'opposition à s'installer dans ce pays, puisque tout ce que ce régime fait, il le fait dans l'intention de rester ad vitam aeternam au pouvoir. Et la preuve de cela, c'est ce qui s'est passé en 2005 lorsque le président fondateur du APT, qui se trouve être le père de l'actuel président, M. Faure Gnassingbé, donc Feu Gnassingbé et Yadema est décédé en 2005, tout le monde a vu le tour de passe-passe que l'on a fait en une seule nuit pour installer son fils au pouvoir. Et donc, il s'agit d'un régime à façade civile, mais militaire, qui a assis sa puissance et sa chape de plomb sur le pays par l'armée qui l'épaule. Et donc, face à ce régime-là, l'opposition, les armes de l'opposition, c'est la contestation populaire et l'arme de l'opposition, c'est le peuple. Bien évidemment, voilà pour l'essentiel ce qui empêche l'opposition donc à s'installer dans ce pays. Mais je ne serai pas juste si je n'avoue pas aussi que la faute vient de nous aussi, de l'opposition, parce que nous n'arrivons pas à taire nos égos, nous n'arrivons pas à mettre fin à nos petits calculs politiciens où nous voulons par envie, par jalousie et autres présenter une situation qui n'est pas la plupart du temps la vraie, la réelle, et cela fait que nous commettons, c'est vrai, des erreurs qui sont impardonnables et qui déboussolent complètement le peuple. Dans la réponse à votre question numéro 2, j'ai touché du doigt un peu ce qui s'est passé par le fait qu'au sein de cette opposition même, il y a des querelles de chapelle. Il y a que une partie de cette opposition choisit pour se mettre en avant de vilipender l'autre, les partenaires qui sont dans la lutte et qui font de leur mieux pour pouvoir faire face à cette situation. Et donc, le premier élément essentiel, c'est ce régime à façade civile, même militaire, épaulé par une armée que tout le monde sait tribale et qui ne veut pas laisser le pouvoir changer de main. Votre question numéro 4. M. Agbeyo Mekodjo avait déclaré que ceux qui ont volé sa victoire ne sont que ses apprentis à qui il n'a pas encore remis leur diplôme. Monseigneur Philippe Fanokpokpodjo avait aussi traité Jean-Pierre Fabre de Judas. Comment avez-vous digéré ces propos? Bon, d'abord, pour ce qui concerne la déclaration de M. Agbeyo Mekodjo en ce qui concerne le fait qu'il reconnaît lui-même être maître en la matière et que c'est lui-même qui a appris son art aux apprentis de UNIR aujourd'hui et que bon, il leur a appris l'art sans leur dire comment il faut faire
pour ne pas se faire épingler finalement et tout cela. Moi, cette déclaration ne m'a pas étonné venant de lui parce que, bon, il n'a fait que parler de ce qui peut-être est la réalité. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est le comportement de certains de ceux qui l'entouraient au moment où il disait cela. Parce que ces personnes-là, tout comme nous à l'ANC, avions été victimes de cet art que M. Agbeyo Mekodjo dit avoir enseigné à ses apprentis du APT et de UNIR. Donc, cette déclaration venant de M. Agbeyo Mekodjo ne m'a pas du tout étonné, mais c'est la réaction des victimes de cet art de vol qu'il prône, c'est la réaction, le comportement de ces personnes-là qui ont été victimes de cet art-là dans le temps et qui d'ailleurs continue puisque le même Agbeomé lui-même a fini par être victime peut-être de cela le 22 février 2020 puisque il soutient avoir gagné les élections et que les apprentis finalement à qui il a appris l'art de vol sans leur donner les diplômes ont réussi quand même à lui appliquer à lui aussi avec succès. Donc, ce que je suis en train de remarquer est cette histoire de vol. Et donc, bon, voilà ce que pour ce qui concerne les déclarations de Monseigneur Podro, vous aurez dû remarquer que lorsqu'il a fait ces déclarations-là en pleine messe dans une église, c'était avant les élections locales, nous n'avions pas réagi. Parce que nous nous sommes dit que les Togolais comprendraient eux-mêmes que probablement Monseigneur Podro, nonagénaire, est victime de son âge et que il a été induit en erreur et que les Togolais, ayant vécu en direct tout ce qui s'est passé, sauraient faire la part des choses. Mais nous sommes au regret. Nous sommes au regret de constater que malheureusement, les Togolais ont pris pour argent comptant les déclarations de Monseigneur Podro sur ce qu'il a déclaré et que sans faire aucune analyse à part, bon, on crut que M. Jean-Pierre Fabre était Judas, était un traître qui s'en mettrait plein les poches, etc. Le plus insupportable, c'est le groupe ANC, c'est M. Jean-Pierre Fabre qui, crime de lèse-majesté, a osé croiser les jambes devant lui, etc. et autres. Et donc, bon, nous ne dirons pas que nous sommes choqués. Vous savez, lorsque vous décidez de faire la politique, surtout dans notre pays, le Togo, il faut que vous acceptiez de prendre tous les risques et que finalement, vous serez pris pour un dépotoir où tout le monde déversera la boue et toutes les ordures possibles sur vous. Mais vous devez pouvoir faire confiance aux populations, à ceux qui vous soutiennent, vous connaissant, de faire la part des choses et de savoir entre tout ce qui se raconte sur vous, qu'est-ce qui peut être possible, qu'est-ce qui peut être vrai, qu'est-ce qui peut ne pas l'être. Et ça, je crois que c'est l'exercice qui a manqué à beaucoup de Togolais en cette année 2020 en ce qui concerne le bashing qui a été orchestré de maître, je dirais, essentiellement depuis la diaspora contre l'ANC et M. Jean-Pierre Fabre. Mais dans tout cela, vous savez, lorsque vous vous battez pour une cause et que vous avez votre conscience pour vous,
et que finalement, vous avez choisi en vous-même, personne ne vous a obligé de donner votre temps, votre argent, votre énergie, de donner votre vie à une cause qui est noble, vous devez aussi être aguerri et savoir que vous devez vous attendre à recevoir tous les coups, même les plus inimaginables. Et c'est comme cela que nous l'avons ressenti. Et donc, c'est pour ça que au moment où ce bashing avait commencé, vous avez dû remarquer que l'ANC a gardé un silence sépulcral de telle manière que les gens ont fini par dire qui ne dit mot consent et ont commencé à croire que tout ce qui se disait sur l'ANC et la manière dont elle était vilipendée avec à sa tête son président national, M. Jean-Pierre Fabre, était vrai. Voilà pourquoi, à un moment donné, nous avons mis fin à la récréation et nous avons décidé de répliquer et de donner notre part de vérité, qui est la vérité aux Togolais qui se sont fourvoyés dans tout ce qu'on leur a raconté et de complètement faux, de complètement mensongers, de calomniateurs sur l'ANC et M. Jean-Pierre Fabre. Votre question numéro 5. Plusieurs militants de l'ADNK reprochent à votre parti politique d'avoir jalousement gardé les vrais résultats des élections présidentielles juste pour que M. Agbeyome Kodjo n'accède pas au pouvoir. Pouvez-vous répondre à leurs préoccupations? Bien entendu. Mais vous savez, on ne va pas à une élection pour prétendre gagner et attendre que ça soit votre concurrent. Parce que, quoi qu'on dise, M. Jean-Pierre Fabre était candidat contre M. Agbeyome Kodjo qui avait été choisi par le prélat imposé comme candidat unique de l'opposition, alors qu'il y avait d'autres candidats de l'opposition, notamment M. Jean-Pierre Fabre lui-même, le docteur Kouissan, le professeur Woulou, etc., qui étaient de l'opposition également. Nous étions avec tous ces candidats-là à la C14. À l'époque, le professeur Aimé Gouguet et autres qui était là. Et donc, mais monsieur, c'est irresponsable politiquement pour un candidat qui s'est présenté à des élections d'attendre que ça soit son concurrent à une élection qui lui communique les résultats qu'il prétend, qu'il détient le portant vainqueur de ces élections. Ce n'est pas sérieux lorsque les gens disent des énormités pareilles. C'est la même chose lorsque l'on dit que M. Agbeyome Kodjo a été élu démocratiquement avec plus de 67% des voix. C'est le mot démocratiquement ici qui me pose problème. Alors que le même M. Agbeyome Kodjo a été devant la Cour constitutionnelle en fraude électorale. Et donc, comment peut-on dire que quelqu'un qui a saisi la Cour constitutionnelle pour fraude à une élection puisse prétendre être démocratiquement élu de ces mêmes élections qu'il conteste lui-même? Comment peut-on demander à l'ANC, qui n'a même pas un seul représentant à la CENI, qui n'est pas représenté dans les démembrements de cette CENI, notamment les CELI et les bureaux de vote, et qui n'avait que pour seul œil, j'allais dire, dans toute cette affaire, que des délégués, de candidats qui n'ont pas d'influence notoire dans la composition de chaque bureau de vote. Comment peut-on attendre de ce parti, de ce candidat-là, que ça soit lui qui vienne prouver, alors qu'on a soi-même un représentant à la CENI, un représentant qui, au moment où les choses sérieuses devaient se passer, a pris la liberté de choisir d'aller dans un autre pays pour aller faire quoi? Je ne le sais. Un représentant à la CENI
qui a la compétence pour publier les résultats, qui apparemment a signé en fin de compte le rapport général de ces élections-là et tout cela. Comment ne peut-on pas poser des questions? Tout le monde a vu sur les réseaux sociaux passer des enregistrements de monsieur, je crois, Sana Sadio, que la DMK elle-même a recruté pour compiler ces résultats sur le fait qu'ils ont reconnu eux-mêmes dans une pagaille monumentale n'avoir pas placé les membres dans les bureaux de vote et tout le reste. Et donc, comme il faut le reconnaître, mais l'ANC ne peut pas servir de mercenaire à la DMK pour répondre des responsabilités d'actes que l'ANC n'a pas commis ou bien pour répondre de quelque chose dont l'ANC n'est pas redevable à la DMK. Nous n'avions jamais, avant les élections, signé quelques documents que ce soit attestant de ce que c'est l'ANC qu'il revient de prouver la victoire de M. Agbeyome Kodjo, lui-même incapable d'apporter la preuve de sa victoire. C'est M. Agbeyome Kodjo et la dynamique Monseigneur Kodjo qui ont déclaré eux-mêmes que c'est leur candidat qui a remporté les élections à plus de 70%, quand nous avions déclaré que les compilations, la tendance que nous avions eue dans les premiers résultats qui nous sont parvenus portaient les deux devant et autres, et que nous ne sommes plus en mesure de compiler les autres résultats parce que nous avons été coupés et nous n'avons plus accès à l'Internet pour ce faire. Et donc, dans ce cas, que chacun prenne ses responsabilités. Lorsque vous êtes candidat et que vous allez à des élections, c'est que vous devez être en mesure de placer vos personnes dans les bureaux de vote, vous devez être en mesure de compiler vos résultats, vous devez être en mesure, lorsque vous dites que vous avez gagné ces élections, de prouver, d'apporter la preuve de ce que vous allez gagner ces élections. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de s'asseoir et de tendre la main à l'autre pour dire que c'est l'ANC qui va prouver la victoire de M. Agbeyome Kodjo? Moi, je n'ai jamais compris le sens même. Quelle est la logique qui peut sous-tendre un raisonnement pareil? Moi, je n'ai jamais compris cela. Mais l'ANC n'a pas signé de document. L'ANC n'est pas la CENI, ni la Cour constitutionnelle pour pouvoir prouver la victoire de M. Agbeyome Kodjo. M. Agbeyome Kodjo déclare avoir remporté ces élections-là, c'est à M. Agbeyome et non pas à M. Jean-Pierre Fabre ou à l'ANC d'apporter la preuve de ce que c'est M. Agbeyome qui a gagné les élections. Moi, je n'ai jamais compris où est-ce que ceux qui développent cette aberration-là, ont trouvé cette manière de mettre sur le dos de l'ANC une responsabilité qui est celle et unique et entière de la DMK, qui doit prouver ce qu'elle dit. L'ANC, je le redis encore, ne peut pas jouer aux mercenaires vis-à-vis de la DMK. Nous ne sommes pas les mercenaires de la DMK. Ce n'est pas possible. Nous sommes un parti politique responsable. Nous sommes allés aux élections. Nous avons présenté un candidat pour aller à ces élections-là et nous nous en tenons à cela. Monsieur Agbeyome Kodjo, si il prétend avoir gagné les élections, il lui revient d'apporter la preuve. Pour nous, nous estimons que cette élection a été tellement frauduleuse qu'on ne peut même pas la qualifier d'élection. Voilà pourquoi nous avions saisi la CEDEAO à l'effet de l'annuler purement et simplement. À partir de ce moment, nous ne serons pas conséquents avec nous-mêmes en disant que quelqu'un a gagné ces élections-là dont nous demandons l'annulation. C'est aussi simple que cela. Question numéro 6, question des panélistes. Pourquoi l'ANC n'a pas soutenu la DMK dans sa revendication de victoire? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Pour la simple raison que l'ANC considère ces élections comme un non-événement parce qu'elles sont tellement frauduleuses
qu'on ne peut même pas les qualifier d'élections. À partir de ce moment-là, si quelqu'un estime avoir gagné ces élections-là, il lui revenait de rapporter la preuve de ce que lui, avec une élection aussi frauduleuse, a quand même réussi à la remporter, et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous pouvions soutenir cette personne-là. Surtout que nous avions au préalable considéré ces élections tellement frauduleuses que nous avons fait un recours en annulation de cette élection. Comment pouvons-nous soutenir la victoire de quelqu'un, la prétendue victoire de quelqu'un à partir d'une élection que nous-mêmes nous contestons et dont nous sollicitons l'annulation? Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas, après avoir déposé un recours en annulation pour fraude avérée d'une élection, soutenir après que quelqu'un a remporté ces élections. Surtout que cette personne elle-même aussi a formé un recours dans le même sens en fraude contre cette élection-là. Voilà pourquoi nous avons estimé que ce n'est pas possible que nous puissions dire que ces élections-là sont tellement frauduleuses et puis soutenir par après que un des candidats dont la tendance démontrait qu'ils étaient en avance dans les premières tendances que nous avions eu à gagner ces élections-là. Comment peut-on demander l'annulation d'une élection pour fraude avérée et puis soutenir qu'un candidat, un des candidats a prétendument démocratiquement gagné ces élections? Ce n'est pas sérieux de raisonner comme cela. Voilà pourquoi l'ANC, droite dans ses bottes, n'a pas cru devoir aller dans ce sens-là, de soutenir les élections, une victoire d'une élection dont on est incapable de rapporter la preuve de la victoire d'un candidat, et que ce candidat-là et ses militants et ses partenaires soutiennent que ce n'est pas à eux de rapporter la preuve de leur victoire, mais que c'est à l'ANC qui avait un candidat concurrent dans cette même élection de rapporter cette preuve-là. Ce n'est pas impossible, j'allais dire impossible à l'ANC. Ce qu'on nous demande de faire nous est impossible, et donc à l'ANC, nous ne pouvons pas faire ce qui est impossible. Votre question numéro 7. Pouvez-vous expliquer clairement aux Togolais les résolutions issues du dernier Conseil national de l'ANC? Oui, bien sûr que je peux les expliquer. Ces résolutions, c'est vrai, elles sont nombreuses parce que nous étions à l'organisation de ce Conseil national à un tournant très décisif de la vie de notre parti. Et donc, vous savez, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous sortons d'une élection où notre performance, du fait des raisons que j'ai déjà énumérées, n'a pas été à la hauteur de ce que nous avions l'habitude de faire dans le temps. Il s'agissait de faire, de diagnostiquer le mal, quel a été les problèmes et tout ça. Et une fois que nous les avions diagnostiqués, nous avions décidé, et ça c'est les résolutions, bon, les plus importantes, elles sont nombreuses, mais je ne vais pas toutes vous les citer. Je vais vous donner l'essentiel de ces résolutions-là, qui se résument en la reprise de la lutte, parce qu'il s'agit de reprendre complètement la lutte, parce que nous sommes arrivés à une situation complètement catastrophique où toutes les années de lutte que nous avons menées jusque-là ont été complètement anéanties. Et donc, il est essentiel de reprendre la lutte en remobilisant la population togolaise, le peuple togolais, en lui redonnant le goût
de se battre et de ne plus s'attendre à une solution, j'allais dire, messianique qui va tomber du ciel pour régler le problème et apporter l'alternance aux Togolais sur un plateau d'argent. Et donc, nous avons résolu de reprendre la lutte dans la vérité, la transparence et le sérieux, et par la reprise du travail de nos fédérations à l'intérieur du pays, de nos sessions, de nos sous-sessions, les remettre en ordre de bataille, parce que c'est vrai que le coup reçu cette année 2020 a été rude, et donc il fallait reprendre le travail de nos fédérations, de nos sous-sections à l'intérieur du pays et dans la diaspora, pour que nous nous remettons tout de suite à l'ouvrage pour refaire les choses. Nous avons aussi résolu de prendre contact avec des partenaires de l'opposition que nous estimons sérieux, parce que nous avons fait le constat aussi que l'ANC a participé à tous les regroupements de l'opposition qui avaient eu lieu, mais nous avons remarqué que ces regroupements-là, basés pour l'essentiel sur un manque total de confiance, sur la jalousie, la haine et la méchanceté, n'a pas été, ces regroupements-là n'ont pas réglé les problèmes auxquels nous sommes confrontés au niveau de l'opposition. Donc, nous avons décidé de nous regrouper avec des partenaires, partis politiques et sociétés civiles, des associations qui partagent le même engouement pour la lutte que nous, dans le sérieux, la confiance et surtout la vie. Et donc, avec ces partis politiques et ces associations-là, avec qui nous devons prendre contact pour travailler dans une synergie et reprendre la lutte là où elle est restée quand la grande parenthèse de cette élection frauduleuse du 22 février 2020 est arrivée. Nous avions aussi résolu de pousser le gouvernement à reprendre dans un dialogue sincère et responsable le cadre électoral, la reprise des réformes électorales avant que de nouvelles élections puissent être organisées dans notre pays, parce que l'expérience de l'élection présidentielle du 22 février 2020 a démontré que le cadre électoral mérite véritablement d'être complètement réformé, s'agissant ou pour parler d'une élection crédible et sérieuse. Il faut reprendre, réformer complètement le cadre électoral, et cette reprise, cette réforme du cadre électoral ne peut pas se faire sans que l'on pousse le gouvernement à pouvoir ouvrir un dialogue responsable pour que nous puissions poser les véritables problèmes et les régler de manière efficiente, pour que ce que nous avons constaté, ce qui est arrivé en février 2020, plus jamais n'arrive en ce qui concerne l'organisation des élections au Togo. Bon, voilà pour l'essentiel, les résolutions que nous avions prises. Bien évidemment, nous avons pris la résolution, et ça tout le monde le sait, de ne pas reconnaître les résultats sortis justement de l'élection présidentielle de 2022, et nous avons estimé qu'il fallait pousser la Cour de justice de la CEDEAO à répondre diligemment au recours que nous avons déposé
pour l'annulation pure et simple de cette élection-là. Voilà pour l'essentiel des résolutions qui sont issues donc de ce Conseil national de l'ANC que nous pouvons résumer dans cette phrase-là, la reprise de la lutte dans la vérité, la transparence et le sérieux. Votre question numéro 8. On attend sur les réseaux sociaux que l'ANC est déjà enterrée, tout comme l'UFC. Y a-t-il encore un espoir de voir encore des milliers de militants de l'ANC inonder les rues du Togo comme d'habitude? Si oui, comment pensez-vous remobiliser ces Togolais qui ont soif de l'alternance? Oh là là, il avait bien raison, celui qui, c'est un homme politique français qui a déclaré que les réseaux sociaux, c'est la poubelle du monde. Sur les réseaux sociaux, on en entend des vertes et des pas mûres. On attend tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Des Togolais prétendument ayant soif de l'alternance ont eu même le culot de créer sur les réseaux sociaux une plateforme dénommée La Mort de l'ANC, où certains parmi eux ont eu le culot de donner 48 heures, voire 72 heures pour l'enterrement définitif de l'ANC. Je crois que nous sommes à plus d'une année de cette, je ne sais même pas s'il faut l'appeler profession de foi et autres. L'ANC est toujours là. Parce que ce qui est clair, c'est que ne peut enterrer ou détruire l'ANC que ceux qui ont décidé, dans un élan patriotique, de la créer. Ceux qui n'ont rien à voir avec l'ANC ne peuvent pas décider de sa mort, n'ayant pas décidé de sa naissance aussi. Voilà pour ce qui concerne ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Concernant la comparaison sur la mort, la prétendue mort de l'ANC qui est déjà enterrée comme l'UFC, comme on le dit, comparaison n'est pas raison. Nous sommes, c'est vrai, sortis de l'UFC pour créer l'ANC pour la simple et unique raison que nous n'étions pas d'accord avec M. J-Christ Olympio lorsqu'il avait décidé de sacrifier tant et tant d'années d'efforts et de combats contre un régime en allant pieds et poings liés et tout bagage compris se jeter dans les bras de nos oppresseurs et autres. Et donc, voilà pourquoi nous avions pris le flambeau qu'il a laissé par terre, qu'il a jeté par terre, et nous avons décidé, dans un élan patriotique, de continuer la lutte là où il l'avait laissé. Et donc, nous avons rompu le pont avec l'UFC parce que nous n'étions pas d'accord avec le choix de M. J-Christ Olympio, qui avait considéré à cette époque-là l'ANC comme une épicerie personnelle dont il pouvait faire ce qu'il voulait. Et ce n'était pas de notre avis parce que nous considérions, nous considérions l'UFC comme un parti politique et une seule hirondelle ne faisant pas le printemps, nous avons estimé que M. J-Christ Olympio tout seul ne pouvait pas décider de la sorte, du sort de ce parti politique-là. Voilà, ne nous étant pas entendus nous avons décidé de quitter et de créer l'ANC. Et donc, c'est ceux qui ont pris cette décision-là à l'époque, qui militent aujourd'hui dans l'ANC. Ils savent d'où ils viennent et donc ils savent où ils vont. Et donc, c'est sur ce chemin de la blodée, de la lutte pour plus d'espace de liberté que nous sommes, et nous ne comptons pas nous en départir. Et donc, s'il en est ainsi, l'espoir est permis
de revoir encore des milliers de militants de l'ANC inonder les rues du Togo comme d'habitude. C'est vrai que moi j'ai bon espoir que les Togolais finiront par comprendre que le bashing dont l'ANC et son président, M. Jean-Pierre Fabre, ont été victimes n'est qu'une grande parenthèse. Il est vrai qu'il a annihilé notre force de combat parce que l'opposition tout entière qu'incarnait l'ANC à l'époque a été complètement annihilée, je l'ai dit tout à l'heure, pas aux grandes dames de l'ANC seul, mais aux grandes dames de toute l'opposition et de tout le peuple togolais qui aspire au changement. Ceux qui pensent faire du mal à l'ANC en vilipendant l'ANC, en vilipendant ses responsables, mais il faut qu'ils arrivent à comprendre que ce n'est pas à l'ANC qu'ils font mal. Ils font mal à toute l'opposition togolaise et ils font mal à la soif des Togolais de voir l'alternance arriver dans ce pays. Parce que vous ne pouvez pas détruire quelqu'un qui a accepté de se battre pour la liberté et pouvoir attendre que cette liberté-là viendra une fois que vous l'aurez complètement anéanti. Je crois que les Togolais doivent très rapidement comprendre cette situation-là et fermer très rapidement cette parenthèse-là. Et une fois que cette parenthèse-là sera fermée, il n'y a pas de raison que les Togolais ne reprennent pas le goût à la lutte, parce que c'est ça que nos aïeux ont fait pour pouvoir arracher de haute lutte l'indépendance entre les mains du colon qui n'a pas voulu donner à notre pays la souveraineté auquel il avait droit. C'est de cette même manière que nous devons nous aussi aujourd'hui nous battre et ne pas espérer qu'un Saint-Esprit viendra de quelque part régler à notre place ce problème-là. Le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit existe pour nous les chrétiens, nous y croyons, mais c'est Dieu même qui a placé le travail et la lutte au centre de tout. C'est lui-même qui a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Ça veut dire que rien dans cette vie ne peut être offert en cadeau si l'on reste les bras croisés ou les mains entre les jambes en espérant que la manne tombera du ciel sans qu'aucun effort ne parvienne de nous-mêmes. C'est dans cette même Bible qu'il a été recommandé qu'on mette son fardeau soi-même sur les genoux afin que Dieu aide à le mettre sur la tête. C'est à cela que moi j'appelle les Togolais pour que très rapidement nous retrouvions le goût que nous avions de la lutte, où nous avions compris à l'époque que pour pouvoir en finir avec ce régime dictatorial, il fallait se battre et non pas attendre que la manne nous tombera du ciel. Aucun peuple ne s'est libéré comme cela. Ce n'est pas possible. Et donc, la parenthèse, notre souhait, c'est que cette parenthèse-là soit rapidement fermée et que nous allions à l'essentiel. Et moi, j'ai bon espoir que nous y arriverons. Question numéro 9. Pensez-vous qu'il faudra une coalition de l'opposition afin de venir à bout de cette dictature? Si oui, avec qui pensez-vous collaborer? Je l'avais dit tout à l'heure que l'ANC est l'un des partis de l'opposition togolaise à avoir participé à tous les regroupements dans les moments importants de la lutte de notre pays, à tous les regroupements
qui ont été formés pour porter haut la lutte du peuple togolais. De ces regroupements-là, nous avons eu de l'expérience. Nous avons appris beaucoup de leçons. Nous avons remarqué beaucoup de choses. Nous avons diagnostiqué ce qui a pu marcher et ce qui n'a pas pu marcher. C'est pour cela que tout à l'heure, quand je vous parlais des résolutions, je vous avais dit que nous sommes pour la reprise de la lutte en synergie avec d'autres partenaires de l'opposition et de la société civile qui ont les mêmes visions que nous, qui veulent travailler dans le sérieux, qui ont le sens du combat, qui ont le sens de la vérité, qui n'ont pas dans leur cœur la haine, la méchanceté, l'envie inutile, qui ne peut pas nous propulser très loin dans le combat de cette lutte-là. Nous unir en rond, nous n'y sommes plus à l'ANC. Nous unir pour le simple plaisir de nous unir, alors que nous n'avons aucun... dans la création de la société, d'une société, vous savez, on parle de l'affectio societatis. Ça veut dire ce qui vous unit, ce qui peut vous permettre de vous mettre ensemble, ce qui peut vous permettre de vous reconnaître dans un même creuset pour pouvoir faire quelque chose ensemble. C'est ça, en réalité, qui nous a manqué. Où nous nous sommes regroupés dans des coalitions, j'allais dire, et ça ce n'est pas une insulte, mais des fois hétéroclites, où nous ne partageons finalement rien en commun. Et donc, est basé sur un manque total de confiance et une hypocrisie à la limite scandaleuse. Parce que lorsque l'on parle des coups que nous nous sommes donnés, lorsque nous prétendons nous-mêmes être ensemble dans une même coalition, c'est complètement aberrant. Et donc, je l'avais dit tout à l'heure, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il va sans dire que si nous nous unissons encore, nous nous réunissons encore dans un regroupement qui n'a pas de base, où nous n'avons rien, où il n'existe aucune affection sociétatiste, bien évidemment, le sort qui sera réservé encore à cette énième union sera le même que celui qu'ont connu les autres regroupements. Voilà pourquoi nous sommes pour le moment pour une unicité d'action. Par exemple, il y a des sujets sur lesquels nous sommes tous d'accord. Au sein de l'opposition, c'est la révision du code électoral, les réformes constitutionnelles, les réformes électorales et autres, et tout ça. Et nous sommes tous d'accord. C'est vrai que ce régime cinquantenaire, plus que cinquantenaire, a trop duré et qu'il faut que l'alternance arrive dans notre pays. Et donc, oui, nous pensons qu'il faut collaborer. Oui, nous pensons qu'il faut s'unir. Oui, nous pensons qu'il faut qu'il y ait une unicité d'action des partis politiques, de l'opposition et aussi des associations crédibles de la société civile. Mais nous estimons que tout cela doit se faire dans la vérité, le sérieux, la transparence et le respect de l'autre. Question numéro 10. Madame Adjamagbo Johnson et Gérard Jossou sont actuellement dans les cellules du régime en place. Votre message à l'endroit des autorités togolaises et à vos amis inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État. Alors, voilà encore une affaire, j'allais dire, créée de toutes pièces, dont le régime en place aurait dû faire l'économie. Parce que les terribles problèmes politiques,
sociaux et économiques qui se posent à nos populations et à notre pays ne trouvent aucunement une quelconque once de solution dans l'embrigadement et dans la privation de liberté. À partir de ce moment-là, moi, j'estime que ce qui ne peut pas apporter de solution à tous ces problèmes-là, nous devons pouvoir en faire l'économie à nos populations et à tout notre pays. Voilà pourquoi je condamne avec une grande rigueur, à l'instar du communiqué sorti par l'ANC au lendemain de la privation de liberté de Mme Adjamagbo Johnson et de M. Gérard Diossou, cette énième affaire judiciaire où l'on se sert de la justice pour régler des comptes politiques à des adversaires. Je crois que nous sommes en 2020 et que cette méthode de gouvernance doit pouvoir cesser dans notre pays. La privation de liberté est quelque chose qu'il faut user dont il faut user vis-à-vis des grands criminels de droit commun, politiques et économiques qui sévissent au vu et au su de tout le monde dans notre pays. On ne peut pas priver des adversaires politiques de liberté pour vouloir régler quelque situation politique que ce soit. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous payons le tribut nous-mêmes de nos propres errements. Parce que cette privation de liberté qui arrive, dont sont victimes Mme Adjamagbo Johnson et M. Diossou, tire son origine de nos propres errements aussi. Certains parmi nous de l'opposition étaient à l'Assemblée nationale, puisque cette privation de liberté procède d'une manifestation que la dynamique Monseigneur Prodio a voulu organiser et qui a été interdite et sur la base de laquelle le gouvernement tire argument pour pouvoir déposer une plainte soi-disant pour atteinte à la sûreté de l'État. Mais des partenaires de l'opposition étaient à l'Assemblée nationale lorsqu'on a retouché de manière scandaleuse à la liberté de manifestation et qu'on a fait de cette loi-là ce qu'elle est devenue aujourd'hui, une loi liberticide qui ne consacre rien d'autre que l'interdiction de toute manifestation plutôt que la liberté de manifester, qui est le soubassement des engagements que nous avions nous-mêmes pris au niveau international en ce qui concerne les libertés de l'homme. C'est de nos propres turpitudes que nous recueillons aujourd'hui les prébendes. Mais ceci dit, et ça c'est l'avocat qui parle, moi jusqu'à présent, pour ce que je connais de cette affaire, je ne vois en cette affaire aucun élément constitutif de l'infraction de l'infraction qu'on relève pour ceux qui ont été arrêtés. Atteinte à la sûreté de l'État, eh bien oui, j'aurais dû voir des fusils d'assaut, des bombardiers, des choses comme ça. Et non pas, on nous parle de titres fonciers,
de documents sur lesquels on aurait marqué plan A, plan B, s'agissant d'une manifestation à laquelle on a appelé les populations et autres. Tout ça là ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Ça nous perd le temps, ça nous perd l'énergie, ça nous perd tout. Et ça n'est pas sérieux en 2020 de la part de ceux qui nous gouvernent. Voilà pourquoi je lance encore du haut de cette tribune un appel solennel aux autorités de notre pays pour qu'ils mettent fin à ce scandale qui n'a pas lieu d'être, parce que ne réglant aucun des problèmes fondamentaux qui se posent à notre pays. Pour ce qui concerne nos amis inculpés, Madame Brigitte Adjamagbo Johnson, qui est une femme battante, nous avions usé, j'allais dire, nos jupes et nos robes sur les bancs de l'opposition depuis 1992 que nous avions commencé cette lutte contre ce régime. Je voudrais ici lui souhaiter beaucoup de courage et lui dire que la nuit est longue, mais sans risque de me tromper, le jour vient. Et il viendra bientôt. Il viendra, et c'est ma foi, beaucoup plus tôt que nous le pensons. Pour nous autres femmes qui avons accepté, aux côtés d'hommes, de nous battre pour notre pays, notre souffrance est beaucoup plus grande que celle des hommes. Elle est multiforme, mais nous savons que les donneuses de vie que nous sommes, nous femmes, nous pouvons encaisser. Nous avons la capacité d'encaisser et nous avons le courage de supporter. Mais Dieu qui nous a fait femmes combat toujours pour nous. Et je voulais terminer vis-à-vis de ma sœur, ma grande sœur Brigitte, et partager avec elle ces versets de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est arrivée qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est juste et fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et il en sera ainsi pour Madame Brigitte Adjamagbo Johnson, Monsieur Djossou et tous les autres prisonniers politiques qui couprissent dans les geôles du régime qui a choisi la liberté, la privation de liberté de ses citoyens comme moyen de gouvernance. J'ai dit. Question numéro 11. Le prophète Ésaïe vous a récemment interpellé par rapport aux résultats des dernières élections présidentielles. Avez-vous vraiment quelque chose que vous cachez aux Togolais?
Vous savez, j'estime que nous nous battons pour notre pays. Notre cause est juste et notre combat est noble. Et pour ce faire, moi j'estime que il faut que nous traitons tout cela avec tout le sérieux du monde. Voilà pourquoi moi je ne m'embarrasse pas du tout des affaires bizarres et très peu sérieuses que certaines personnes se donnent la liberté de faire dans notre pays, surtout que l'évangile ou les préceptes bibliques se sont invités tout récemment dans le débat politique au Togo. J'ai appris véritablement que le prophète Ésaïe, que je ne connais pas, a déclaré, je l'ai suivi, puisque sa vidéo et ses audios m'ont été envoyés par des connaissances, puisqu'il m'interpellait nommément à propos d'une prophétie qu'il aurait reçue me concernant, pour dire que Dieu lui aurait dit que c'est moi qui devais déclarer que M. Agbiome Kodjo a remporté les élections et autres, etc. et tout. Eh bien, sauf que moi-même qui suis appelé, qui serait appelé par le Dieu dont il parle, je n'ai pas été informé moi-même de cette situation parce que à moi aussi Dieu me parle. Je suis chrétienne. J'ai été élevé dans le fondement même de l'église évangélique presbytérienne. Et donc, je sais écouter Dieu aussi lorsqu'il décide de me parler. Et la plupart du temps, Dieu ne donne pas commission à autrui pour me faire. Je crois que Dieu sait qu'il a la capacité de me parler et que j'ai aussi la capacité de l'écouter moi-même directement. Et donc, si Dieu devait envoyer un message, je ne suis pas sûr que le Dieu que moi je connais, qui est juste et fidèle, ne passerait pas par le professeur Isaïe pour me parler, il me parlerait directement. C'est ça ma foi, c'est ça ma croyance. Et cette croyance est renforcée par le fait que les raisons que donne le prophète Ésaïe pour justifier mon interpellation sont, j'allais dire, vraiment abracadabrantes. Je m'explique. Le prophète Ésaïe dit que sur le calendrier, le 22 février, il faut voir sur le calendrier grégorien, je suppose, que le 22 février, c'est Sainte Isabelle. Et donc, ce n'est pas pour rien que le gouvernement, en fixant la date de l'élection présidentielle de la dernière fois, l'a fixée sur le 22 février 2020. Et donc, c'est prémonitoire parce que ce 22 février, c'est Sainte Isabelle qui devait être la reine, je ne sais pas, Esther, qui doit dire, proclamer la victoire de M. Agbiome Kodjo. Je dis que tout ça n'est pas sérieux. Parce que moi je sache, Sainte Isabelle, je ne sais pas en quelle année les grégoriens ont initié ces calendriers-là où, le 22 février, Sainte Isabelle est dessus.
Je vous l'avais dit tout à l'heure, moi je suis presbytérienne de religion et moi je crois en Dieu, je crois au Saint-Esprit et je crois en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. À partir de cela, je n'ai foi en aucun saint pour régler des problèmes à ma place. Je suis Isabelle. En plus, ce nom-là m'a été donné parce que je ne suis pas née le 22 février. Je suis née le 3 septembre. Ce prénom m'a été donné par mes parents du simple fait que la sage-femme qui a procédé à mon accouchement était une grande amie de ma mère et elle s'appelait Isabelle. Elle est encore vivante aujourd'hui et c'est elle qui m'a mise au monde et mes parents ont décidé de me donner son nom, son prénom parce que elle a procédé à mon accouchement de main de maître et donc mes parents ont décidé de lui faire honneur en me donnant son prénom. Voilà pourquoi je m'appelle Isabelle. Je ne m'appelle pas Isabelle parce que je suis née un 22 février et donc sur le calendrier, donc c'est Sainte Isabelle et que donc je serai un saint ou une reine qui devait proclamer les résultats. Je ne suis ni la CENI ni la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi je dis que cette lutte-là mérite qu'on y mette un peu de sérieux. Et je voudrais terminer en disant que la réponse que moi je donne à ces personnes qui, dans le mensonge, pêchent contre le vrai Saint-Esprit en prétendant prophétiser à tort et à travers, je veux partager les versets de Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22. De ces faux prophètes, nous n'avons guère peur, car il est écrit dans Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22, « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel, que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. » Voilà ce que j'ai à dire à ce que le prophète Osaïe aurait dit en ce qui me concerne. Je suis Isabelle Manavi Ameganvi. Je ne suis pas du tout une sainte. Je suis un humain, pauvre humain, plein de péchés, qui demande pardon, qui demande d'être sauvé. Je n'ai pas la prétention, je n'ai reçu aucune onction d'aucun saint pour prophétiser ou réaliser quelque miracle que ce soit dans la vie des Togolais. Je me bats contre l'injustice et contre la privation des droits et des libertés de toute personne humaine. Je ne suis qu'une personne humaine. Je ne suis pas du tout une sainte.
et n'ai reçu aucune onction de qui que ce soit pour accomplir des miracles. Je ne suis point Jésus le Christ, le seul Seigneur et Sauveur. Alors, mon mot de fin à l'endroit de nos militants, à la classe politique togolaise et aux Togolais en général qui aspirent pour un réel changement au Togo. Le voici. À tous les militants et responsables de l'ANC, je dirais ceci. Le 10 octobre 2010, nous avons décidé ensemble de créer notre parti, l'ANC. L'ANC, nous l'avons tous ensemble mis au monde dans la douleur. Et vous tous, vous devez vous rappeler de quelle était notre souffrance et de ce que nous avons subi de la part de notre ancien parti, l'UFC, et épaulé par son nouvel allié, le régime RPT Unir à l'époque. C'est dans la douleur que nous avons accouché ensemble de ce parti que nous avons choisi d'appeler Alliance nationale pour le changement, ANC. Ayant accouché l'ANC dans la douleur et dans les souffrances, aucune souffrance qu'elle vienne des mensonges proférés à tort contre nous, qu'elles viennent des calomnies, qu'elles viennent des injures, qu'elles viennent des diffamations, qu'elles viennent du bashing dont nous sommes victimes pour l'essentiel de la part de nos propres partenaires, ne devrait remettre en cause en quoi que ce soit notre conviction de nous battre jusqu'au bout pour la victoire et pour l'objectif que nous nous sommes assignés ensemble d'atteindre. Voilà pourquoi je vous exhorte à vous revêtir de notre grande armure de bataille et de retourner comme les vaillants combattants que nous avons toujours été sur le front. Et de recommencer notre lutte, de recommencer à nous battre et de ne cesser que lorsque nous aurons atteint l'objectif que nous nous sommes librement fixés, qui est de faire régner dans notre pays la démocratie et l'état de droit. Je connais votre propension à vous tous à vous battre. Et c'est à ce courage que je fais encore l'appel aujourd'hui, à ce moment décisif de l'histoire de notre parti. Aucune diffamation, aucun mensonge ne saurait avoir raison de nous. Parce que nous avons choisi nous-mêmes de nous battre librement. Et nous nous battrons jusqu'à la victoire finale.
Mes chers camarades, la nuit est longue, mais je vous l'assure, le jour vient. Et il ne manquera pas ce jour de venir très très bientôt. Et c'est cela notre foi à l'ANC. Pour ce qui concerne les Togolais en général qui aspirent au réel changement, je voulais juste leur dire de se départir de toutes les illusions qu'on leur fait miroiter ou qu'on leur a fait miroiter ces derniers temps. Personne ne viendra nous battre, ne viendra se battre à notre place. Si nous voulons la liberté, nous devons nous battre nous-mêmes pour l'obtenir. Le Saint-Esprit existe. Dieu combat pour nous. Mais Dieu n'a jamais dit de demeurer dans la paresse, l'immobilisme et le fainéantisme pour qu'il nous donne de surcroît tout ce dont nous avons besoin. Chaque chose ici-bas s'obtient à la suite de batailles. Il n'y aura pas de miracle. Pour nous, il n'y aura pas de Messie qui viendra nous apporter l'alternance dont nous avons soif. La liberté et l'alternance auxquelles nous aspirons viendront à la suite de la lutte que nous tous, Togolais, épris de liberté, nous ferons ensemble dans la vérité, dans l'amour le vrai, sans hypocrisie, sans mensonge, sans manipulation d'aucune sorte. Et c'est à ce prix que la victoire sera nôtre. Je souhaite à tous les Togolais l'intelligence et la sagesse que Dieu avait donnée à l'époque au roi Salomon pour qu'il puisse savoir faire la part des choses et discerner le bien du mal. Puisse Dieu, le Créateur, donner à tous les Togolais épris de liberté cette intelligence et cette sagesse. Merci.